Qu'est-ce qu'il est bien ce générique. Salut à tous, salut l'équipe, bienvenue dans LNB Club, l'émission qui revient sur toute l'actualité de Betclic Elite avec notre partenaire, comme toujours, Samsung et le téléphone Galaxy Z Flip 4 qui va nous accompagner dans cette émission plus que jamais importante, puisqu'on va revenir sur les finales LNB qui vont commencer cette semaine. On y est, on est prêt et on connaît surtout l'affiche qui va opposer Monaco au Metz 92. Avec moi, comme d'habitude, mes finalistes de toujours. Ils ont le même prénom, ils ont la même passion et ils sont sur le même plateau. Thomas Dufan, Thomas Larocus, comment ça va? Ça va impeccable. Ravi de commencer ce dernier sprint là pour savoir qui sera champion de France. C'est le meilleur moment de l'année, on l'a dit pendant toutes les playoffs et on a été gâtés, donc je suis ravi d'être avec vous, messieurs. Thomas, des finales, il y a toujours un petit côté particulier. Tu le vis en tant que consultant journaliste, mais tu l'as aussi vécu en tant que joueur. Parlons un petit peu de cette sensation avant les finales. Ouais, c'est des sacrés souvenirs, hein. C'est une aventure incroyable, surtout quand en début d'année on n'est pas forcément prévu à ce niveau-là. Moi c'était avec Cholet, on sortait d'une saison où on n'avait pas fait les playoffs, mais on avait quand même fait une finale d'Euro Challenge avec Rodrigue Beaubois, Nando De Colo. Eux sont partis à l'été, l'un à Valence, l'autre à NBA. Et finalement on avait pour objectif de playoff. On a vu au cours de l'année qu'on perdait pas un match, qu'on était premier, et on a fini par gagner ce titre. Et vraiment on a vécu une saison... On sortait souvent ensemble dans les vestiaires, on restait peut-être des fois 1h30, 2 heures après les entraînements à discuter, à vivre des moments ensemble. Et franchement, on s'en souviendra à jamais. On se parle encore tous, on a des groupes, tout ça, et on a tous gardé contact. Bel hommage en tout cas à cette photo. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer là, mais tu peux la mettre, s'il te plaît, Tom. Bel hommage hein, de ton époque à Cholet, visiblement. Ça fait en demi-finale contre Gravelines. Je prends un énorme coup de coude. L'arbitre me siffle un flopping au départ. Sauf que quand je me relève, qu'il voit que j'ai l'arcade en sang, finalement, il met une faute technique à l'autre joueur. Est-ce que c'est long les jours entre la demi-finale et la finale? Non, ça va plutôt vite. Après, je me rappelle plus exactement la formule. Là, maintenant, c'est vraiment tous les 2-3 jours. Il me semble, avant, c'était samedi, mercredi, samedi. Donc, on avait un peu plus de temps, mais ça permet de se reposer, aussi de travailler. Donc, non, ça, l'attente... Bon. Vous l'avez compris, c'est une émission spéciale finale de Betclic Elite. On va aussi parler un petit peu de Pro B sur la fin, puisque Thomas en plus a bossé pour cette finale entre Châlons et Châlons. Faites vos jeux, rien ne va plus. On va voir quand même le sommaire de cette émission, sommaire évidemment un petit peu remanié. On commencera avec un focus pour revenir sur le parcours des Metz 92 et sur le parcours de Monaco. Il y a eu un petit peu plus d'accro côté Metz par rapport à Monaco qui a fait pour l'instant un sans faute. On fera un débat forcément sur la finale pour une preview et se poser des questions. 3 clés côté Metz, 3 clés côté Monaco. Puis on en rajoutera quelques petites parce qu'on voulait parler de plein de choses technico-tactiques comme on aime le faire. Le top 10, il est exceptionnel encore une fois ce mois-ci. Un top 10 spécial playoff. Et on finira, Thomas, avec un petit mot de Pro B parce qu'en Pro B aussi, ça joue la montée entre Chalon-sur-Saône et Chalon-Reims. Absolument. Et on est prêt. Et ce qui est bien, Erwan, c'est vrai que nous sommes 3 en plateau aujourd'hui. Nous avons un invité mystère, Erwan. Un invité mystère. Tout à fait. Et il est juste derrière moi. Mais voilà. oui, il est juste derrière moi. Regardez, la LNB et la Ligue nous a fait le plaisir de nous amener le trophée de champion de France. Touché et remporté donc par Thomas en 2010. Nous, Erwan, en tout cas moi, c'est la première fois que je le rencontre. Toi, Erwan, tu as une histoire un peu particulière avec lui. Ouais, moi je l'avais touché en 98, alors rien à voir. Je l'ai touché, mais je ne l'ai pas remporté. Comme ça arrive un petit peu à beaucoup, 98, j'arrive en centre de formation, je suis avec Paco Lolé, qu'on embrasse. Et donc on va au Palais des Sports après un tournoi à Pau Nord-Est, d'ailleurs. On va au Palais chez le kiné parce que je m'étais tordu la cheville. Et il y a un mec qui l'appelle, il lui fait Ah Paco, viens m'aider, Et il vient, il ouvre le coffre de sa voiture et il y avait le trophée. Donc j'ai porté le trophée jusqu'au palais parce que Paco, il a plein de qualités, mais c'est pas le plus gaillard. Et donc j'avais porté le trophée. J'avais 16 ans et ça m'avait fait ouh, ça m'avait fait. Je fais un jour je le soulèverai. Je savais pas que ça allait se passer sur le plateau de l'NB Club. Hein. J'avais d'autres ambitions. Je pense le trophée le plus lourd de l'histoire, tout sport confondu. Il fait 36 kilos. 35 kilos, j'ai l'impression que c'est bien ça. Et c'est du bronze massif. Sachez que c'est le trophée qui existe. C'est le même trophée depuis les années 50. Donc on a vraiment de la chance d'avoir ce vestige de l'humanité. Ouais. On dit que le championnat français est l'un des plus durs et des plus physiques de France, et en partie à cause du trophée qui pèse 35 kilos. Voilà, on a fait le tour, on a assez dit de bêtises, maintenant on va pouvoir parler des choses sérieuses. On va tout de suite sur le focus pour revenir sur le parcours des Metz et de Monaco. On va commencer avec les Metropolitans 92 qui sont allés chercher leur ticket pour la finale après un match 4 incroyable sur le parquet de l'Astrobal. Victoire 71-69, 69-71 puisque c'est à l'extérieur. Messieurs, on a assisté à un match fantastique de play-off.
Non, absolument. Un très beau match. On s'est régalé, que ce soit à l'Astrobal. Malheureusement, pour les supporters de l'Asvel ou devant notre télé, ça a été une joute extraordinaire. Une très belle série au-delà de tout ça. Mais c'est vrai que pour actionner ce ticket pour la finale, il a fallu que les Mets fassent un très grand match de basket. Il y a eu des blessés, des absents. Je pense bien sûr à Nando d'un côté et Devante Jones de l'autre. Il n'empêche que le spectacle était au rendez-vous. Il y a un nombre d'actions d'éclat dans ce match entre les tirs externes, des dunks, des contres. On a beaucoup de chance cette année de suivre la Betclic Elite. Ouais, ça a été un super match très tendu jusqu'à la fin et voilà, ils sont livrés. Il y a eu pas mal de changements de leader pendant le match et on a vu que c'était pas un score très élevé. Ça veut dire aussi que ça envoie du bois. Voilà, on a vu beaucoup de choses dont on va parler après. En tout cas, très intéressant. On a senti cette fameuse tension qu'on retrouve qu'en play-off. Vraiment, cette espèce de... Notamment avec ce money time incroyable. Mais ce match-là, autant le match 3 avait été un blowout, autant ce match-là, on a senti une tension du début à la fin. Au début, on s'est dit attention, est-ce que ça repart pas un peu comme le match 3? L'Asvel est bien installé et petit à petit, ils sont jamais laissés distancer les Mets. Et après, dans le troisième quart-temps, on les voit repasser devant et après, c'est un mano à mano jusqu'à la fin. Ils ont un tir pour l'emporter. L'Asvel, malheureusement, ils le mettent pas. Un tir d'Antoine Dio qui a été très bon aussi sur ce match-là. Il y a eu plein de choses, vous l'avez dit, des actions d'éclat. Il y a surtout un mec qui a pris la lumière côté Mets. C'est pas Victor Wembanyama. Pour une fois, même si Victor a fait un match correct, c'est Bilal Coulibaly, les gars. Bilal Coulibaly, c'est le héros de ce match. Il n'est pas le seul, mais c'est l'un des héros. 16 points pour lui, 2 rebonds, 4 passes, 7 sur 12 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 16 dévals. Thomas, il a sorti un match d'adulte. Ouais, bien sûr, on suit l'évolution exponentielle de Bilal cette année, qui l'amènera en NBA l'année prochaine. Là, le match qu'il a réussi à sortir, parce que c'est lui qui emmène son équipe. C'est lui qui joue les premiers ballons, c'est lui qui met les premiers points, c'est lui qui, sur des gros tirs, de l'agressivité aussi, comme on souhaite le voir depuis plusieurs mois. Si tu me dis pas qu'il a 19 ans, ce mec, je te crois pas en fait. C'est un daron qu'on vient de voir. Stephen Brun, avec qui on parle souvent, dit que le plus grand exploit des Mets d'aller en finale, c'est d'y aller avec beaucoup de rookies. Là, c'est rookie de chez les rookies, Bilal Coulibaly, et c'est déjà un joueur hors norme par son physique, mais sa technique va lui promettre tout simplement un avenir radieux. Et là, on voit les prémices d'un futur grand joueur. Thomas, prémisse physique, prémisse technique, et puis surtout, à 19 ans, on peut parfois, et c'est presque naturel, de se cacher un petit peu. Lui, là, à un moment donné, c'est lui qui a leadé l'équipe. Je parlais avec Steve Ouyufat et Laou Konaté pour les féliciter après ce match-là. Il a dit, mais Bilal, à un moment donné, c'est lui qui nous porte à 19 ans. Ouais, clairement, il fait un match monumental et on en a souvent parlé. Je te disais souvent que j'étais assez frustré. J'aimerais le voir en faire un peu plus. Là, c'est un match où il a pris ses responsabilités. Dans les drives, là, il va en chercher 2 mains gauche, un sur Fall qui fait 2,20 m. Il va s'appuyer sur lui, il finit. Généralement, même en Euroleague, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et défensivement, ils se sont envoyés un duel avec Obaswan. C'était incroyable. Il a répondu présent sur des close-out. Il fermait tout. Et il reste de marbre. Il est serein et vraiment, c'est un joueur là, en ce moment, sur qui ils peuvent s'appuyer. Et je pense que Vincent Collet, il doit être très très fier de voir des matchs comme ça de sa part. Et voilà, il faut qu'il continue. J'ai envie de le voir encore plus agressif parce qu'ils ont besoin de points, les Mets. Et là, c'est son meilleur match de l'année au meilleur des moments. Ça tombe bien, de toute façon, il y a une finale à jouer. Donc, mais c'est vrai qu'il a ce côté babyface. Et ça, c'est toujours un bon signe pour faire des carrières très longues. Il n'y a rien qui transparaît sur le visage de Bilal Coulibaly. Il y a un truc, comme tu dis, c'est qu'on sent qu'il kiffe en fait ces défis. Il kiffe défendre sur Kayudi, sur Obaswan. Il s'est mis... Les jeunes, normalement, ils rentrent, ils veulent beaucoup marquer des points. Ça, lui, vraiment, il kiffe ses duels défensifs. Il a envie de les stopper. Il a envie de montrer qu'il est prêt. Il a aussi envie de traverser l'Atlantique bientôt. Donc, il sait qu'il est beaucoup regardé. Et franchement, il est fantastique. Il répond aux attentes, en fait. Juste, il répond aux attentes, le gars. Moi, ce qui me bluffe, c'est vraiment le côté physique. On en parlera tout à l'heure avec Monaco. Mais l'Asvel est une équipe vraiment plus physique que celle des Mets. Bien sûr, c'est une équipe taillée pour l'Euroleague. Et on sait que pour être en Euroleague, il faut envoyer du muscle. Le premier qui a répondu, c'est Bilal Coulibaly. Avec Armel Traoré, qu'on pourrait rajouter là-dedans, ils ont répondu à l'adversité physique imposée par l'Asvel. Quand je pense à Obaswan sur le match 3, comment il les a démolis, voilà, tu l'as dit, le défi est accepté. Le début de match aussi, du match 4. Tout à fait aussi. On insiste encore avec Obaswan. Tout à fait. Et Thomas le dit, c'est Bilal qui va, ok, bon, mais je m'y mets. Je m'y mets parce que c'est lui qui est en train de nous punir. Comme Laou est sur D-Bost, Laou il peut pas être partout. Du coup, défi pour toi, vas-y mon grand. Pourtant, il a beaucoup de qualités, mais il n'a pas encore le don d'ubiquité, notre ami capitaine. Là où on peut parler aussi de l'évolution entre la saison régulière et les playoffs de Bilal Coulibaly. Regardez, alors, les minutes, elles sont un petit peu en trompe-l'œil parce qu'au début, il jouait très peu et que sur la fin, quand même, les derniers mois, il était déjà installé dans le 5 majeur. Mais il n'empêche, au niveau des points, au niveau des responsabilités, Bilal,
répond à l'appel. Ouais, bien sûr. Vincent Collet l'a beaucoup dit cette saison. Hein. Il va lui falloir du temps. Il n'était pas programmé pour jouer autant en professionnel. Son premier match pro, c'était en septembre. Donc, c'est rare quand même que les mecs puissent s'installer aussi rapidement dans un effectif. Là, il est venu titulaire avec le jeu des blessures, les jeux des méformes, que sais-je. Il n'empêche qu'il a répondu présent rapidement défensivement et que petit à petit, s'est installé en attaque. Et là, Bilal, franchement, c'est un joueur référent sur le poste 3 dans notre championnat. Voilà, on en est là. C'est dingue, il a que 19 ans, c'est sa première année pro. La seule stat, moi, qui me plaît pas trop sur ça, c'est les 5 tirs pris en 27 minutes. J'aimerais là, on voit, il en a pris 12 et ça a fonctionné. Après, je suis pas... C'est une évolution un petit peu aussi naturelle. On a l'impression, et quand on lui parle même en off, que il force pas son destin. Non, mais là, dans l'agressivité au lay-up, ça, il faut qu'il y ait les transitions. C'est pour lui aussi, avec les cannes qu'il a, sa taille. Là, on le voit monter au dunk. C'est un avion de chasse, le mec. Il faut vraiment. Après, il y a aussi le truc de qu'est-ce que te donne la défense. Oui, bien sûr. Et en l'absence de Devontae Jones, et que Barry Brown Jr. a bien été pris, mine de rien. Ça lui ouvre aussi des espaces, donc t'as plus de ballons en main. C'est vrai, t'as raison de dire qu'il force pas son destin. C'est pas un gars qui va prendre la balle, dribbler, etc. C'est pas ce que j'ai envie de voir non plus, mais il y a quelques situations, séquences où il pourrait se permettre, quand il a la balle, par exemple, des fois à 5-6 secondes. Bah vas-y. Mais il l'a fait sur le match. Là, il a fait. Au sortir d'un match comme ça, on imagine que le discours déjà de Vincent Collet et de ses coéquipiers, et même lui dans le ressenti, ça va être de se dire, en fait, oui, celui-là, les quelques tirs peut-être où il hésite, c'est pas mes tirs dont tu parles. Bon, ben là, des matchs comme ça, là, en fait, non, je dois les prendre. Parce qu'ils ont besoin de points sur les bases arrière. On va y revenir. On parle de Bilal Koulibaly qui est jeune, mais cette équipe des Mets, de toute façon, elle est jeune. Tu l'as dit, Steph nous parle souvent de cette équipe rookie. Devontae Jones, c'est un Américain rookie en Europe. Il y a une armée de jeunes. Victor, évidemment. On pense évidemment aussi donc à Bilal Koulibaly, on en a parlé, et Armel Traoré, et Hugo Besson, qui revient de blessure et qui donne des minutes. Mais là, ces 3-là, 4-là, on a souvenir d'une équipe jeune comme ça qui arrive à faire vaciller le champion de France en titre. C'est rare d'avoir un gars comme Victor Wembanyama dans des jeunes joueurs. Donc bien sûr que ça change absolument tout. Maintenant, c'est l'exploit de Vincent Collet, on y reviendra tout à l'heure, mais tu peux pas être indifférent de la performance d'un coach quand tu as autant de jeunes puceaux dans une équipe et quand tu vas en finale LNB. Donc moi, je mets beaucoup de crédit Supplément d'infos, apparemment. Tout à fait. Du basket. Donc je mets beaucoup de crédit aux joueurs qui répondent présent, mais je mets toujours énormément de crédit, vous le savez, sur les coachs, sur la préparation mentale, etc. Et quand je les vois performer, je vois leur révolution au cours de l'année, bravo Vincent Collet. Thomas, Victor, on ne le présente plus. Bilal, on vient d'en parler. Un mot sur Armel, qui est revenu d'une longue blessure et qui fait des playoffs, qui amène des bonnes minutes en sortie de banc, défensivement, offensivement. On parle beaucoup face à l'Asvel, et on va en reparler face à Monaco, du défi physique. Là-dessus, non seulement il amène ce côté physique, et en plus il amène de l'adresse et d'autres choses. Ouais, physiquement, c'est un monstre, Armel. En plus, pour son jeune âge, on le voit aller au défi, mettre des claques and dunk sur les gens, crier après, il fait kiffer, il répond au défi physique parce qu'il revient d'une longue blessure. Et en plus, je le regarde souvent sur le banc, il n'est pas épargné par Vincent Collet, qui est souvent sur son dos, à juste titre, parce que des fois, voilà, il est encore jeune, il fait quelques erreurs, mais dans l'intensité, dans le combat, il s'échappe jamais. Et après, pour revenir sur ce trio de jeunes, moi, ça me fait penser, Aaron, aux frères Pietrus et Boris Dio à l'époque de... On peut rajouter Arthur Dosdorf aussi. Arthur Dosdorf, parce que j'allais rajouter. Vous voyez de qui on parle, là? C'est incroyable, de qui on parle, incroyable. Elle est bonne, la comparaison. Regardez la carrière de ces gens-là, je leur souhaite en tout cas la même carrière. C'est clair. Il y en a un qui est prévu peut-être un peu plus, mais en tout cas, bravo à eux. Et après, dans une autre mesure, peut-être Bokolo, Kofi, Amagou, cette génération-là aussi, où ils étaient très jeunes, ils ont été champions avec Le Mans. Donc, et Vincent Collet. Et Vincent Collet en plus. Donc voilà, 15 ans déjà, il a déjà fait ça avec des jeunes, ça doit lui rappeler des choses. Et en tout cas, bravo à ces 3 jeunes qui répondent présents et qui assument en tout cas les attentes qui sont placées sur eux. On le rappelle, on a vraiment assisté à un grand match. Un mot global finalement sur cette saison. On a un tableau qu'on a voulu appeler de Vegas au final LNB, parce qu'en fait c'est complètement faux. On se souvient qu'on a commencé à s'intéresser plus que de raison à ces Mets-là parce que Victor et parce qu'il y a eu Vegas, mais que derrière finalement Vegas c'était sympa, c'était joli, ça a fait parler, mais derrière ils ont maintenu quand même des résultats, et c'est quand même le haut niveau, c'est d'abord et avant tout les résultats, ils ont su maintenir ça. Ouais, clairement c'est une très belle année pour les Mets 92 avec tout ce qui se passe au sein du club de Boulogne-le-Valois, les doutes, etc. pour la saison prochaine. En tout cas, le sportif a été totalement préservé. Ils ont été fantastiques. On l'a tellement dit que ça a été une année difficile à cause des blessures et des méformes, des départs juste avant les playoffs et tout. Mais en fait, ils ont tous répondu présent et il y a une espèce d'alchimie
à la fois sur le terrain, à domicile surtout, et au sein du groupe. On en a beaucoup parlé avec les joueurs, les anciens, mais aussi avec Victor. Leur but, c'est d'être champion de France. Et donc, ils se sont donné les moyens d'être champion de France en étant très concentrés, que ce soit à la muscu, à l'entraînement, sur les déplacements, etc. Donc, franchement, on peut les féliciter, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la finale, et on sait qu'ils veulent gagner. On peut dire bravo sur une saison qui était totalement inattendue. Personne n'imaginait les Metz 92, avec cet effectif-là, qui a changé en cours de route, être en finale. Ils se sont donné les moyens aussi en recrutant des joueurs. Hein. L'arrivée de Tayshaun Thomas, la recrue aussi de Barry Brown Jr., ça change aussi le paysage. On va reparler de ces deux garçons très importants dans la preview des finales. Un petit mot sur l'Asvel, ça a été une saison très compliquée. On parlait des blessures. TJ dit que l'absence de Nando et l'absence de Geoffrey Lauvergne ont beaucoup pesé, évidemment. C'était les deux joueurs phares qui ont beaucoup raté de choses. Dernier en Euroleague, pas en finale cette année. Ça arrive, c'est une saison un peu noire pour l'Asvel. Après, pour Geoffrey Lauvergne, il est blessé depuis le début de saison. Ils l'ont remplacé. Bon, voilà. Nando De Colo, c'est sûr que ça fait mal. C'était vraiment le maestro de cette équipe, au scoring, à la passe. Voilà, tout ce que vous voulez, on le connaît. Après un échec, voilà, moi, le classement d'Euroleague, ils sont à leur place, vu leur effectif et leur budget, tout ça. Voilà. Alors, et les erreurs de casting. Hein. Voilà, les erreurs de casting qui ont fait très très mal. Ils avaient été gâtés les années précédentes. On se rappelle, ils avaient trouvé des super joueurs, on va dire, à moindre coût. Entre les Américains et les joueurs français qui revenaient, t'as raison, ils avaient toujours trouvé des super joueurs. Ce qui les sauve un peu, c'est la Leaders Cup. Et bon, ils ont eu un parcours assez facile, entre guillemets. Hein. Ils chopent les Mets qui étaient décimés, Le Mans décimé. Bon, après, ils l'emportent contre Bourg. Et après, ce qui fait un peu tâche, cette finale perdue contre Monaco. Donc, de 20 points, ils étaient à moins 30 tout le match. Donc, le bilan, il est mitigé hein, sur l'Asvel. Après, voilà, ça a été une saison compliquée aussi pour eux au niveau des blessures, tout ça. Et ils sont quand même arrivés en demi-finale. Et le tournant, peut-être, ce tir à 3 points de Barry Brown lors du match 2 à Bercy, qui les crucifie à 3 secondes de la fin. Peut-être c'est un des tournants. C'est vrai qu'être mené 2-0 après les deux matchs à Paris, c'est se mettre dans le dur. C'est terrible que Nando joue pas. C'est ton meilleur joueur, son plus gros salaire, qu'il soit pas sur le terrain. C'est celui qui décante tout aussi. C'est une équipe, malheureusement, lorsque Nando n'est pas sur le terrain, qui n'a pas cette étincelle. C'est une équipe qui est disciplinée, qui défend fort, qui est grande, qui a bien sûr des qualités, sinon il serait pas là. Mais sans Nando, tu peux presque rien espérer. Voilà, c'est ce que je vois aussi sur cette demi-finale. Maintenant, on en parle beaucoup avec les fans de l'Asvel. On a regardé beaucoup de matchs. Tout le monde est plutôt déçu par ce qui a été proposé tout au long de la saison. Bien sûr qu'il y a les résultats qui sont décevants. Bien sûr qu'il y a ce trophée qui compte. Hein, prendre un trophée chaque saison, c'est important pour le plus grand club de France. Voilà. Maintenant, le problème, c'est le contenu. On aime bien dire comment ils ont perdu. Il faut voir la manière. Et la manière, elle est vraiment, vraiment pas terrible. Donc, il va falloir faire le dos rond. TJ devrait être là encore l'année prochaine. Il va falloir qu'ils sortent les boucliers pendant cet été. Que surtout, ils se remettent à bien bosser, j'ai envie de te dire, comme ils l'ont fait depuis plusieurs saisons. Voilà, c'est la vie d'un club, de toute façon. Voilà, c'est la vie d'un cycle. Faire les bons choix cet été et revenir plus fort. Dans une défaite, toujours en sortir des éléments positifs pour rebondir pour la suite. Et donc, on retrouvera l'Asvel la saison prochaine en championnat de France et en Euroleague. Allez, un long mot maintenant sur Monaco. On va revenir sur le parcours de la Roca Team, un parcours presque tranquille. Ils sont invaincus, les Monégasques, mais ils ont eu deux matchs un peu compliqués, notamment le match décisif à Strasbourg, où ils étaient pas loin de se faire attraper. Ils sont quand même passés. Et puis, victoire 3-0 face à Bourg-en-Bresse, mais le match de Bourg, pareil, était à deux doigts de venir faire un coup à Gaston Médecin. Comment on juge pour l'instant ce parcours de play-off de Monaco ? Positif, maîtrise, ça c'est le mot. Maîtrise, t'as raison. Ils sont en totale maîtrise, même si sur les attitudes sur le premier match de Strasbourg, je repense encore à Mike James, je le vois replier en marchant. Le Mike James qu'on n'aime pas, et finalement, petit à petit, il rentre dans sa série. Même Obradovic l'avait dit dans une interview, c'est très dur de faire la transition Final Four et quart de finale LNB. Paul Lacombe l'avait dit aussi, ils se l'étaient dit entre eux à Strasbourg. C'est le moment de les choper. Ils sortent d'un Final Four d'une énorme déception. Ils y ont laissé beaucoup d'énergie. Mais c'était beaucoup trop fort, ils ont un gros effectif, ils peuvent se permettre de laisser des joueurs au repos et pas n'importe qui, des Motijona. Laisse 2 mecs par match à côté, quoi, c'est incroyable. Game. Donc ça veut dire vraiment qu'ils déroulent et voilà, maintenant aussi, ils sont là où ils doivent être. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi je te rejoins, de la maîtrise, c'est très positif. C'est très positif parce que la transition d'état entre le Final Four, le début des playoffs,
faut arriver à switcher. Ça doit vraiment être difficile, hein, honnêtement, pour ces gars-là. Même si leur jeu n'est pas flamboyant, même si à l'extérieur ils se sont fait peur ici ou là, je vois une équipe qui gagne ses matchs. Même quand c'est difficile, même quand tu fais pas un bon match, tu gagnes. Et le seul intérêt du basket ou du sport de très haut niveau, c'est de gagner. Donc ils sont dans les clous, ils sont annoncés ultra favoris, ils le sont pour toutes les raisons qu'on connaît. Ils sont en finale sans s'être fait peur sur une série. Voilà tout ce que je retiens. Et ils arrivent face à une équipe qu'ils ont largement dominée toute la saison. Donc moi j'ai envie de te dire maîtrise et très positif ce parcours de play-off. Invaincu, donc, on rappelle que la dernière équipe qui avait fini championne invaincue, c'était Limoges en 1988. Une autre époque, ça fait très longtemps qu'une équipe n'a pas été championne invaincue, puisqu'en même temps, toutes les finales depuis 2016. Si, moi j'ai été champion invaincu. En finale. Ouais, en finale. 3-0. Ouais. Mais on va non, 1-0. Ah non, je oui, 1-0, toi tu parles. Parce qu'avant c'était sur une finale. Invaincu 1-0, t'es peut-être pas cadeau celui-là. Depuis 2016. Donc depuis 2016, toutes les finales sont allées en 5 matchs. Alors sauf en 2020, c'était le Covid, sauf en 2021, c'était le Final Four. Voilà, pour être très précis. Évidemment. Non, voilà, pour être précis. Faut être précis, Juan. Tu fais très bien. L'info, tu l'as dit, Tom, c'est d'avoir digéré l'énorme déception du Final Four, parce qu'à perdre en demi-finale face à l'Olympiakos, il y a la manière, la deuxième mi-temps, elle aurait pu laisser des traces. Et on sait que cette équipe, certains joueurs, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, sont uniquement quasiment axés que pour l'Euroleague. C'est important de voir comment ils ont rebondi. 5 matchs de play-off, 5 victoires. Ils ont bien rebondi. Hein. Il y avait même des rumeurs comme quoi ils voudraient faire des joueurs qui jouent uniquement pour l'année prochaine, bien sûr, pour dire à quel point. C'est surtout, je pense, pour l'histoire de Luxury Tax. Oui, peut-être, mais quand même, moi je verrais mal juste une joueur, même si je crois que l'Olympiakos. Oui, mais l'Olympiakos l'avait fait parce qu'ils avaient été rétrogradés en Pro B. Bien sûr. Mais voilà. Donc, à voir, c'est pas ce qu'on a envie de voir, évidemment, on verra. Ce qui nous frappe aussi dans ces playoffs-là, on parle de maîtrise, on parle de résultats, 5 victoires en 5 matchs. On parle aussi d'attaque, parce que vous allez voir que les joueurs certains ont plutôt très bien géré le Final Four, puisqu'on a 5 joueurs à plus de 10 points, avec notamment un Monty Jonas en feu, on va y revenir. Mais ça pose un problème pour n'importe quelle équipe dans l'hexagone. Je te confirme, Marwan, les 2 premiers tours nous ont prouvé ça. C'est de toute façon la force. C'est la force de Monaco, c'est une profondeur tout le monde a joué au moins 4 matchs. On n'a jamais vu dans l'histoire du championnat. Au moins 4 matchs. Oui, exactement, oui, tout à fait. Il y a pas genre Alpha Diallo, il n'a pas joué un match, on a mis 10. Hein. Non, ils sont à plus de 10 points et ils ont joué, ils ont été importants sur les 2 premières séries. Voilà, on connaît cette équipe. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'expérience, il y a un grand coach et une profondeur exceptionnelle, et c'est une équipe qui est surdimensionnée pour le championnat. Voilà comment ça se traduit par une attaque qui est bien meilleure que les autres et une défense qui est bien meilleure que les autres. Donc ça montre surtout l'incroyable challenge des Mets dans cette finale. C'est une équipe qui se connaît par cœur aussi, mine de rien. Il y a un semblant de vécu collectif avec l'année dernière. Il y en a beaucoup qui étaient là. Il y a eu des ajustements, bien sûr, et il y a eu un nombre de matchs colossal cette saison, quoi. Euroleague, plus championnat, plus Coupe de France, plus Leaders Cup. Ouais, c'est un groupe qui se connaît parfaitement avec une hiérarchie très connue. Et je trouve que c'est un très bon signe, quelque part, que Monty Jonas soit le meilleur scoreur. Justement, Monty Jonas, on va en parler. On sait qu'on connaît la qualité offensive de Monty Jonas. C'est rarement la première option. On sait que c'est souvent les arrières qu'on la part belle. Là, pour le coup, sur ces playoffs, on n'a pas peur de dire, c'est lui le meilleur monégasque. Hein. Ouais, de toute façon, c'est le seul intérieur avec des mains, mais à qui on fournit, on sait qu'il a un post-up incroyable, il balance ses petits hooks, on ne sait jamais trop comment il marque, mais en plus, il met grave dedans là, sur cette série de playoffs à 3 points, il en shoot 3 par match et il shoot à 50%, donc ça c'est un gros bonus, ça veut dire que si en plus maintenant il faut sortir sur lui aussi, bon après on le connaît, il a des mains en or, ses coéquipiers lui font confiance et c'est bien d'avoir un peu d'alternance parce que tout passe par les arrières, et au bout d'un moment quand ça reste trop à l'arrière, on l'a vu parfois, c'est plus facile à défendre et c'est très stéréotypé. C'est une équipe qui aime bien commencer sur Monty Jonas et qui l'oublie en cours de match. Tu vois, c'est ça surtout. Après, est-ce qu'il a le cardio pour parce qu'on comme un berger allemand sur l'autoroute pendant l'été, quoi. Pourquoi tu parles de Pitbull là, je l'adore. Vous pouvez pas le garder. Erwan, c'était en 2004. C'est bon, on va passer à autre chose. Lui, il est toujours pas passé à autre chose d'ailleurs, le chien. Non, bien sûr, on rigole, on l'a jamais fait ça. Mais oui, c'est une équipe qui a tendance à oublier ses intérieurs en cours de route de match quand ça devient difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça. Il y a énormément d'équipes et surtout quand il y a Mike James et Ilio Kobo dans une équipe ou Jordan Lloyd. Donc, s'il continue à être au centre de leur projet de jeu, Monty Jonas. J'ai envie de te dire que c'est ce qui va faire la différence. Parce qu'on en revient toujours à ce mot dans le basket, c'est l'alternance. Donc Monty Jonas t'offre quand même des belles perspectives quand tu parles d'alternance. Tu parlais de son adresse à 3 points aussi. Rappelons que quand il était en NBA, aux Rockets et aux Pelicans, il me semble qu'il est passé par les Pelicans, c'était un poste 4 shooter quasi exclusif. Ce qui alors c'est devenu un joueur complètement différent. Avec du jus. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand il met à 3 points
ceux qui l'ont découvert en Europe peuvent être surpris, mais en fait, Tu pas tant vois que ça. qu'il est à l'aise, il a son petit bras, papa de gauche. Voilà, il envoie de la filoche. On a fait le tour sur le parcours des Mets. Je veux qu'on fasse un petit mot quand même, on l'a fait avec l'Asvel, un petit mot sur Bourg-en-Bresse qui réalise potentiellement sa meilleure saison depuis un bon bout de temps avec l'arrivée cette année pour la première saison de Freddy Fotoux. Finale de Leaders Cup avec là aussi une belle manière, perdu contre l'Asvel. Demi-finale, ils perdent face à Monaco 3-0, mais ils ont été vaillants. C'est de bon augure pour la suite. Ouais, on peut rajouter à ça aussi la Coupe d'Europe. Donc, de toute façon, c'est un super projet, Bourg-en-Bresse. Il y a bien sûr un écart avec ceux qui jouent les tout premiers rôles et ceux qui ont l'ambition, mais ils peuvent se diriger eux aussi comme la JDA, tu vois, comme une équipe qui est toujours bien placée et qui, une année, fera le coup. Voilà, c'est ce qu'on leur souhaite aux fans de Bourg-en-Bresse et aux joueurs. Mais bien sûr, de toute façon, c'est un club qui bosse super bien. Donc, pas surpris de les voir à ce niveau-là, mais pas surpris non plus qu'ils se soient pris 3-0 par Monaco. Ouais, ils avaient vraiment une belle équipe cette année. On s'est régalé à les voir jouer, à les commenter. Ils avaient créé l'exploit de sortir Monaco en quart de finale de la Leaders Cup. On les avait commentés. Et franchement, je pense que, comme tu l'as dit, ils vont avoir un avenir radieux avec Fotoux aux manettes. Peut-être ça manquait un peu de dureté, de gars un peu méchants, je trouve, dans cette équipe. Il y avait du talent. Il y avait Brima quand même qui a fait un sacré chantier, mais il était un peu seul dans ce registre. Parfois, c'était un peu gentil pour les playoffs. Et voilà, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus agressifs sur Monaco. Mais Freddy joue plus, gros, il coach. Au niveau de l'agressivité. Je pense que lui, il leur a envoyé. Mais voilà, je pense qu'ils vont ajuster un peu tout ça pour l'année prochaine. Et voilà, c'était une saison réussie en tout cas pour eux. Bravo à la JL Bourg pour leur saison. On a fait le tour des 4 finalistes un petit peu, des 4 demi-finalistes. Maintenant, on va pouvoir se concentrer un peu plus en détail sur cette finale et faire une grande preview dans le débat. Monaco, la Roca Team face aux Metropolitans 92, c'est donc la finale de cette saison 2022-2023. Et forcément, les équipes se sont déjà rencontrées cette saison. Et on parlait de 3-0 de Monaco face à Bourg. Les Monaco mènent aussi 3-0 face aux Mets cette saison. 2 victoires en championnat et une victoire en Coupe de France. Vous voyez sur les bilans, c'est le premier face au deuxième. Merci Tom, pardon, j'étais un petit peu devancé sur les tableaux. On se souvient, un premier match en Betclic Elite, 92-95, défaite des Mets à domicile après prolongation, 107-76, 87-68 ensuite. Il y a les 2 autres matchs, il n'y avait pas vraiment eu... C'était le cas de le dire, Erwan, en effet. Duel. Ça, c'est clair. On se souvient tous du match à Marcel-Cerdan où Monaco était venu faire un match de sénateur avant de se réveiller sur la fin et de remporter la victoire. On se souvient aussi du match en Coupe de France et de celui qui avait été très peu visible malheureusement, mais le dernier match en championnat où la différence de niveau entre les équipes avait été terrible. Terrible. Ils s'étaient fait atomiser, les joueurs des Mets. Ils étaient attendus comme ça dans un corner, dans l'ombre. Paf, ils se sont fait attraper malheureusement par la Roca Team parce que c'est une équipe encore une fois surdimensionnée et que pour jouer contre eux, il faut être ultra physique, ce qui n'était pas le cas des Mets à l'époque. Est-ce que ça a changé? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question à voir. Tom, pardon, tu peux remettre le premier tableau puisque c'est le premier Monaco qui rejoint le deuxième. Il y a une forme de logique aussi par rapport à la saison régulière, Tom. Le premier qui affronte le deuxième, on voit là, les bilans sont pas très éloignés. Les points inscrits, voilà. Il y a quand même, c'est des équipes sur les stats assez proches, hormis le 3-0 vilain. Ouais, comme tu l'as dit, c'est la logique, on va dire, de cette saison régulière. Après, pour revenir sur les 3 matchs, ils l'ont vraiment remporté facilement. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de changements chez les Mets. Donc forcément, ça sera plus la même confrontation. Ils ont rajouté des atouts qu'on a longtemps attendus cette saison. On se demandait pourquoi ils n'allaient pas chercher un combo un peu scoreur qui puisse dépanner à la main. Ils l'ont fait. Et voilà, le retour des jeunes, on en a déjà parlé. Donc là, forcément, ça va être une confrontation tout à fait nouvelle. Et donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça va être moins facile que ça, en tout cas. Moi aussi, j'ai l'impression, et tout à l'heure, en revoyant les images du match Monaco-Mets, il y avait Tremon Waiters sur le terrain et on sait tous que c'est ce match qui a été le déclencheur à Monaco, en plus, déclencheur du départ de Tremon Waiters avec ce qui s'est passé avec Steve à la mi-temps. Donc de revoir la fameuse altercation qui restera un des grands moments de la saison, disons-le. Mais voilà, en revoyant Tremon Waiters. Cette altercation. En tout cas, ça ne les a pas desservis. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un coup payant, si je peux me permettre. D'accord. On va pas encourager quand même non, surtout pour les pas. Jeunes qui nous regardent à monter en l'air ces meneurs de jeu. Voilà, d'accord. Même s'ils croquent. Après, la vie de vestiaire appartient à la vie de vestiaire et c'est vrai qu'il se passe des choses, mais c'est bien quand ça reste plus en interne. Il y a un homme, forcément, en stats aussi, dans ces finales-là, qui nous parle.
c'est le sélectionneur français, c'est Vincent Collet. 8e finale pour Vincent Collet. Il égalise Michel Gomez, la gomme pour les intimes. Le bon vieux Gomez. 2 titres de champion de France, donc avec Le Mans en 2006, avec l'Asvel en 2009, et puis on rappelle les 5 finales d'affilée avec la SIG. Voilà, encore une fois, Vincent Collet, que ce soit avec l'équipe de France ou avec son équipe en championnat, il va en finale. Hein. Il est terrible, Vincent. Il est terrible parce que c'est un coach hors norme et que là, ce tableau montre qu'au-delà de l'homme qu'il est, du j'allais dire formateur, entraîneur, tacticien qu'il est, c'est un homme aussi qui va très souvent en finale, qui amène très très loin ses équipes chaque année. Et la dernière stat, la 3e victoire avec un 3e club différent, le placerait quand même seul au monde, tout simplement. Avec LeBron. Avec LeBron, exactement. Avec LeBron James, on se faisait cette petite boutade. Il y a quand même aussi les 5 finales perdues avec la SIG qui restent en mémoire de tout le monde. Donc arriver à peut-être à casser cette série. En tout cas, bon, là, avec la SIG, il a souvent été favori. Bien sûr, je ne compare pas les trucs, mais... les 2 fois, là, ça sera un peu moins le cas. Là où c'est fort, certes, il va 8 fois en finale, mais là, cette année, c'était pas du tout prévu, en fait. C'est là où c'est fort. Et il amène tous ces jeunes avec lui, donc à voir s'il peut créer la surprise. Tu sais que moi, je me souviens toujours le premier match qu'on diffuse sur Twitch, c'est contre Fos. Donc je l'ai interviewé avant le match. Je fais Vincent, vous êtes leader du championnat. C'est incroyable. Il me fait ah ouais, on s'attendait pas à ça. On pensait pas que ça allait être ça. On sait pas combien de temps ça va durer. Vincent, en fait, ça a duré jusqu'en finale. On va se poser 3 questions pour chaque équipe. On va commencer avec les Mets, puisqu'on était sur Vincent Collet. Les 3 clés de ces finales côté Mets. Et vous allez nous dire, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Le retour de Devante Jones, on avait mis un point d'interrogation, on l'a enlevé, puisque Devante Jones devrait revenir pour les finales. Et c'est un très bon point. Encaissé moins de 85 points et un grand Victor, évidemment, pas que dans la taille. On va commencer avec le retour de Devante Jones. Ils ont réussi à faire sans lui. On se souvient qu'il s'était blessé au tout début du match 2 à Bercy. Ils ont réussi à faire sans lui, mais c'est le seul meneur de métier. C'est clairement le seul métier. Académique, on va dire. Plus que jamais, les Mets vont avoir besoin de Devante Jones, qui est très bon d'ailleurs depuis le départ de Tremont Waters. Ouais, Devante Jones a été très étonnant sur les 2 derniers mois de compète, en termes d'adresse, en termes de scoring aussi, plus de 10 points par match en play-off. Il s'est mis aussi en leader. C'est vraiment devenu un leader de cette équipe. Et pourquoi on dit qu'ils ont besoin d'un meneur de jeu? Parce qu'on va parler de Barry Brown Jr., qui est un scoreur. On peut parler d'Hugo Besson, qui a beaucoup joué 2e meneur et qui lui aussi est un scoreur. Il a le seul profil qui peut gérer le tempo. Et Dieu sait qu'ils vont avoir besoin d'une gestion de tempo exceptionnelle. Tu as mis 85 points, on y reviendra plus tard. Mais 85 points marqués, ça veut dire que tu as bien géré ton tempo, tu as bien défendu, tu n'as pas donné trop de contre-attaques, donc tu n'as pas perdu trop de ballons. Et Devante Jones, dans ce secteur de jeu, est très très bon. Donc retour très important pour les Mets. Tu l'as dit, Barry Brown comeback de lui. Pardon? Je dis, il revient un peu de loin. On se souvient quand Waters part, il se blesse. Commotion en février. Au début, il se blesse. Voilà. Il souffre de jouer 30 minutes. Je pense qu'il n'est pas prêt physiquement. Et voilà, et il se remet en forme petit à petit. Et après, il devient un meneur titulaire indiscutable de Betclic Elite. Et il fait des matchs incroyables. Hein. Tu sais qu'en début de saison, donc il était backup. Il avait été très bon. Derrière Waters, oui, en backup, il avait été très bon, très adroit, très bon. Tu as raison de parler de la commotion en février où Waters ne joue pas. On ne comprend pas trop pourquoi. Alors certes, il y a le match à 16 et 17. Là. C'était 16 passes D qu'il avait fait sur ce match-là, qui était un pic comme ça. Le reste... On a commenté avec Erol le match contre la Chorale, l'une des 2 seules défaites de la saison à domicile. Où il est ciblé, la défaite à Blois, il a traversé, il a eu des trous. C'est pour ça que mais c'est un gars d'orgueil. Ouais. Et tu as raison de parler que physiquement, il s'est remis aussi. Hein. Il n'a pas exactement le même physique qu'en février. Non, il est fit et ça se voit tout de suite. On rappelle, première expérience en Europe. C'est un mec qui sort de fac, donc c'est pas rien. La NCAA, c'est très bien, c'est sympa. Le monde professionnel, c'est un autre métier. Et il a très vite appris son métier. Encore une fois, sa grande qualité qu'il faut, c'est qu'il connaît ses limites. Il sait ce qu'il sait faire et pas faire. Et il joue juste tout le match, en fait. Il reste dans ce qu'il sait faire. Il fait croquer les autres. Et on sent que les gars, ils le kiffent, ils le suivent, ils défendent à fond. Franchement, c'est un super joueur. Le deuxième point, messieurs, c'est juste pour les meneurs. Tu parlais que Hugo, tu as raison, joue meneur, mais c'est plutôt un deuxième arrière. Barry Brown Jr. fait beaucoup le taf à la main aussi. Mais c'est quand même très bon dans le match 4. Il était très bon. Ouais. Mais on sent qu'il joue contre nature quand il doit jouer meneur. Et c'est normal, parce que c'est un attaquant tellement fantastique. Et après, c'est là où aussi qu'il peut dépanner à la main. Mais là où il s'envoie tellement des pelées défensives sur des joueurs de très haut niveau que c'est compliqué de lui filer aussi la main. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu Bilal remonter souvent la balle et initier des systèmes. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que le retour des Devante Jones. C'est pour ça que le basket nous offre toujours des solutions à un moment donné. Voilà, on peut le dire quand même. Si on a un beau coach. Si on a un beau coach. Il faut bien avoir un bon coach. Qui ne trouve jamais de solution. Et qui trouve toujours du taf aussi. Bon, ça. Des noms Doc Rivers. Voilà. Et en France, non, pas en France. France, on est des bons tacticiens. Alors, on a mis défendre, enfin, en tout cas, ne pas encaisser
plus de 85 points, enfin encaisser moins de 85 points, c'est élevé. Laurent Le Niable dirait 85 points, les gars, vous déconnez parce que ça fait beaucoup. Mais en même temps, en face, c'est Monaco. Est-ce que c'est raisonnable, 85 points? Est-ce que c'est pas déjà trop? Ça commence à faire un peu beaucoup. On est à la limite là, avec 85 points, sachant que c'est pas une équipe qui score énormément, les Mets. Moi, je dirais plus dans les 80. Okay. Par contre, gagner 3 matchs en les laissant en dessous des 80 points, bonne chance à tous. Mais ils peuvent le faire parce qu'on sait que c'est une équipe qui a énormément d'ego. Les Mets, ils sont jeunes, ils veulent montrer en fait qu'ils peuvent y arriver. Donc la série, elle va vraiment être incroyable, je pense. Ouais, je te rejoins complètement. 85. En fait, c'est dans le basket de 2023. 85 points, c'est pas abusé. Ça fait partie de scores atteignables. Le truc, c'est que c'est une finale. Qu'en face, tu as une armada exceptionnelle et que tu vas subir, toi aussi, physiquement. Donc, 85 points, ça paraît peut-être un peu élevé, mais l'idée, c'est surtout, s'ils enquêtent plus de 85 points, je les imagine pas, enfin, personne autour de la table les imagine gagner un match à plus de 85. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, 3. Même 1, hein. Moi, j'ai du mal à imaginer plus de 85 points. Un bon victoire soir, des Mets. voilà. Non, mais j'ai du mal à imaginer. Avec un grand victoire, mais tout tu vois, est possible. ça commence à faire beaucoup de tirs. 19-3 points marqués. C'est pas ainsi, c'est surtout l'anticipe sur le 3e point. Bien vu, Thomas, Jean-Michel Trésor. Tu progresses vraiment dans le métier. Je suis à côté des meilleurs, je peux que progresser. Tu as un phénomène et je pense que l'année prochaine, tu peux prendre ma place, sans problème. Donc le 3e point, on en parlera plus tard. c'est avoir un grand Victor, un Victor de gala. Il a été bon face à l'Asvel. Il y a eu des moments aussi où il a été un petit peu contrarié et on l'a vu que quand il a été contrarié offensivement surtout, il a eu ce réflexe d'aller de plus en plus au large, de parfois prendre des tirs compliqués avec une adresse à 3 points un petit peu en berne par rapport à la saison régulière. Il faudra un grand Victor. Il a été bon face à l'Asvel, il lui faudra presque meilleur et plus juste un petit peu. Oui, absolument. Après, je trouve que c'est évident. Bien sûr qu'il faut un grand Victor pour aller au bout. Ce que je vois aussi, c'est que Vincent Collet, en conférence de presse hier, a dit un truc passionnant. Il a dit que le Victor Wembanyama du début de saison, c'est plus le même que celui d'aujourd'hui, par un truc très simple, c'est que dans sa série de 30 points qu'on a eu la chance de commenter, il jouait beaucoup de ballons, il jouait beaucoup pour lui, etc. etc. Aujourd'hui, il force plus. Alors bien sûr qu'il faut qu'il tire, bien sûr qu'ils ont besoin de son scoring, mais les petits matchs au scoring contre l'Asvel, donc ne pas être à plus de 20 points, s'explique surtout parce que lui, il a envie de produire. Mettre les autres en valeur, il y a beaucoup plus de retours de passe, il joue beaucoup plus de pick and roll pour les autres, etc. T'as raison, il est repoussé parfois et il va tirer externe, mais Victor ne force absolument rien. Donc, moi j'ai envie de te dire que c'est un Victor plus leader, qui sait qu'il a besoin des autres s'ils veulent passer un tour de play-off contre l'Asvel, et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors un grand Victor, bien sûr, il faudrait qu'il soit à 25 points par match, il en est capable, mais ils n'ont pas besoin non plus qu'il soit dans un truc où il faut qu'il tire 20 points, enfin, qu'il tire 20 fois dans le match. Tu vois, on en parle beaucoup en NBA en ce moment, sur Jimmy Butler par exemple. Victor n'a pas besoin de tirer 20 fois pour avoir un énorme impact dans cette série. Non, tu as totalement raison. Plus la saison a avancé, plus il s'est rendu compte que pour aller loin et peut-être pour aller au bout, il allait avoir besoin de ses coéquipiers. Donc il distribue plus. Il avait parlé lors de votre interview aussi. Il voulait évoluer en tant que leader. Et voilà, c'est devenu un très grand leader pour cette équipe. Mais moi, je reste persuadé que pour battre Monaco et être champion, il va falloir avoir un Victor dans les 25 points, clairement. Alors ça ne veut pas dire forcer, prendre tous les ballons, mais peut-être dans certaines situations, en faire un peu plus. Là, il distribue, c'est passé. Mais pour battre les. Moi, vous dites 20, moi, tu dis 25. Moi, je pense quand même autour des. J'irai pas jusqu'à 25, mais autour des 20, c'est important. Et Thomas, je te rejoins sur un truc, c'est qu'il force moins parce que quelque part, il est entouré et il a une confiance, et ça se sent en Tayshaun Thomas. Moi, j'ai dit dans une émission précédente que les Mets, s'ils veulent être en mission playoff, il va falloir que Tayshaun Thomas step up un peu. C'est bien ce qu'il faisait. Il a vraiment amené ce qu'il fallait autour de Victor. Parce que depuis la blessure de Falfo, on n'avait pas trouvé vraiment la bonne formule pour la bonne personne autour qui allait autour de Victor. Je trouve que Tayshaun Thomas est parfait dans ce rôle-là. Il prend énormément de responsabilités aussi, parfois pour faire souffler Victor, parce que toute l'attention est sur le grand. Et lui, pour moi, il a changé aussi la vision défensive des adversaires par sa polyvalence. Ouais, c'était vraiment le complément, enfin le remplaçant parfait à Falfa. Ils avaient essayé de le remplacer plus ou moins. Et quand il est arrivé, il n'était pas en super forme. Et petit à petit, il s'est remis en forme. On le voit physiquement, il est plus affûté lui aussi. Et là, sur cette demi-finale, il est incroyable au post-up. Il a une panoplie de mouvements. On sent que c'est le mec talentueux qui ne s'est jamais non plus entraîné de fou. Vous voyez, ça. Ouais, ça me parle un peu. On sent qu'il en a. Il aurait pu jouer au-dessus, quoi. Voilà. On sent qu'il aurait pu passer un autre cap, mais c'est un mec qui se repose un peu sur son talent. Mais voilà, capable de jeter à 3 sur les post-up, il est incroyable. Il a fait des moves sur Fall, franchement, chaud. Il va chercher des angles de tir, il a des mains en or et il est vraiment complémentaire avec Wembanyama. C'est un excellent passeur aussi. Aussi bon soit-il, pour moi,
Je pense que la clé n'est pas là parce que j'ai peur qu'il se fasse vraiment démolir Par qui? par John Brown. Justement, on dit y aller, c'est le duel face à John Brown. Tu penses? Bah ouais, ah bah oui. T'as l'un des meilleurs défenseurs en Europe sur le poste, d'une dureté extraordinaire. Attention quand même. Je te dis pas que Tayshon Thomas va passer complètement à côté. Je te dis qu'en face, il y a Blossom Game et il y a Moi, il John m'a Brown. bluffé là en demi-finale. Ouais, je dis pas qu'elle n'a pas été bon. Moi, Je ne dis pas qu'elle était bon. Je rejoins complètement. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe, Ouais, mais il a pris Charles sur le rable, c'est pas cadeau. Bravo Charles. Il a pris Yves Ponce, tout ça, Bravo, c'est des défis physiques très Ouais, très non mais durs. vas-y, faites-moi du Bravo, name les dropping. gars. Hein. Je vois une équipe qui est au Final Four Euroleague avec une défense de fer et tout. Vous pouvez Non, me je suis parler de qui d'accord. vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous dis que Tayshon Thomas a été très bon et bravo à lui. Il est bon depuis qu'il est arrivé. On n'a Je pas le droit crois- d'espérer en fait. Mais pourquoi t'es fan des Mets? Non, mais Parce que j'ai moi, envie je suis de là voir un pour beau duel. parler d'un basket. Non, mais moi, ma théorie, c'est que Tayshon Thomas est très bon, très influent, mais que c'est l'une des bascules de cette série, c'est qu'en face, il a que des bêtes de défenseurs hyper physiques qui vont vouloir se le faire. Ah, mais il y a Victor Donc, voilà. à défendre aussi. Ouais, bah, c'est pas John Brown qui a défendu sur Victor, a priori. Pourquoi pas? A priori, non. On l'a Au vu un début, peu. c'est pas lui. On l'a vu un peu. Non, d'accord, on va Voilà, y passer. merci. Là, John Brown, On sait que les profils un peu plus petits, chiants, là, qui sont tout le temps en train de te toucher, ça embête. dites-moi, Obradovic, c'est un coach qui a regardé les matchs. Ouais. Ouais. Vous pensez vraiment que son inquiétude, c'est de défendre sur Victor dans un premier temps? Avec tout ce que vous venez de dire, pardon, s'il regarde l'NB Club, à sa place, le but, c'est de démonter Tayshon Thomas. Et donc d'envoyer John Brown dessus. Parfait, c'est une clé. On regardera ça et j'espère qu'on va clipper. Et j'espère pour toi que Tayshon Thomas Ok, va pas finir Sacha MVP des Dupont. Mais il n'y finales. a que des fans des Mets ou quoi? Non, moi non. j'adore Tayshon Thomas. Non, attends. Mais par contre, à un moment donné, T'es fan vous êtes en de train- Monaco, t'es en train de dire. Bon, je ne suis pas fan de Monaco, je rêve d'aller là-bas en vacances, c'est Non, différent. d'accord. Moi, je rêve d'y vivre, c'est autre chose. Non, mais moi, K1. moi j'aime ce statement, hein, ce hot take, mais dire que John Brown va démolir Tayshon Thomas, ça m'intéresse, j'ai envie de voir. Je suis pas convaincu parce que pour moi, il a tellement d'armes dans son arsenal, mais c'est vrai que ça va être un match-up très important. D'ailleurs, regarde, je l'avais noté, le match-up face à John Brown. Il y a un autre mec qui fait des playoffs fantastiques, qui est arrivé en cours de saison et qui va avoir à faire face à des monstres. C'est Barry Brown Jr. Et là aussi, on imagine qu'Obradovic, il a vu les matchs et que cet homme-là, Barry Brown Jr., avec ses 12,6 points par match, va être un homme à surveiller. Il y a un homme très important côté Mets. Par contre, en face, c'est Eli Okobo, Mike James, Jordan Lloyd. Il n'y a qu'un véritable stopper, c'est Ouattara, mais ils le mettent dans le 5 après. Il y a Jordan Lloyd. non, Qui défend. Jordan Lloyd qui défend. Oui, il défend, mais. Jordan Lloyd, c'est un vrai défenseur. Diallo aussi. Comment? Oui, il y a Alpha Diallo, mais qui est pas sur le même poste. Mais Il est grand et tout. ouais, qui peut plus grand. s'envoyer des petits. Hein. Ouais, mais bon. Après, ça veut dire que voilà, les trois arrière-scoreurs, là, il va falloir qu'ils se l'envoient un peu parce que Barry Brown, c'est un super joueur. Après, moi, je reste un peu, pas sur ma faim, mais j'ai envie qu'il en fasse plus dans cette équipe, qui joue plus de pick and roll, qui soit plus à la création et un peu plus dans le scoring aussi. On l'a vu, il met dedans grave à 3 points, il en prend pas assez pour moi. Et voilà, il faut qu'il en fasse plus sur cette finale. Il doit les porter offensivement. Mais Vincent, lui, avec l'absence de Devante Jones, je pense que Vincent Collet, et ça s'est vu, lui a demandé, moi, quand il y a Devante Jones et quand il n'est pas là, Barry Brown Jr., il a autant la balle, mais je pense qu'on lui demande aussi va donner un petit peu à manger à tout le monde. Il peut pas juste être dans non, mais tu sais, c'est toujours pareil, dans les périodes où il y a un peu des creux pour les mettre, là, vas-y, tu appelle vois, la match balle, 4, pick and match 4 roll. à Lasvel, pour moi, il prend ses responsabilités. Ouais, il le fait, sur le match. Il met le tir de la gagne. Il le fait. Avant le match 4, il était un peu. Pour moi, Barry Brown Jr., c'est très important qu'il retourne sur le banc parce que ça leur donne de la profondeur. Première chose. Ils ont besoin de profondeur face à l'équipe de l'armée qui est en face. Donc, premier truc. Ensuite, Barry Brown Jr., moi, je l'attends sur les fins de match. Ouais. On peut en discuter autant qu'on veut. Oui, il faut qu'il tire plus. Et il faut y arriver en fin de match Gros, aussi. par contre, non, mais bien sûr qu'il faut y aller. Non, mais ça, t'as raison. Mais dans le cas d'une fin de match, c'est lui qui fait la différence. Bien là sûr. où Tremont Waters a été excellent en saison régulière, là, c'est son métier, c'est de prendre la balle, jouer des 1 contre 1, jouer des pick and roll et d'envoyer des patates. Vas-y, frérot. Allez, tu le prends sur le dos, tac, et tu envoies ton tir un peu chelou. Pour moi, c'est établi. À la fin du match 2 à Bercy, remise en jeu pour Victor. Il y a Bercy, il y a 15 000 places. Victor, il peut se dire, allez, je me main à main, tiens papy. Et on sait ce qu'il va faire. Tiens, Hein. papy, Bon, c'est ton métier. easy. Voilà, c'est ton métier, fais-le. Et ça, pour moi, c'est établi déjà. Les derniers ballons, c'est pour lui. Hein. Ouais, bah, on est d'accord, mais c'est là que je l'attends, moi. Tu vois, là, on est en train de faire une preview des trucs. Je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'ils vont faire. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de, encore une fois, élever son niveau de jeu? Barry Brown Jr., parce qu'il a élevé son niveau de jeu face à Lasvel. Maintenant, c'est face à Monaco. Voilà, toujours une étape de plus. Une étape de plus. On a fait le tour avec les Mets 92. Il y a plein de choses à raconter et on a hâte du début des finales. On va faire la même chose avec Monaco. On va se poser 3 questions, en tout cas soulever 3 points avec Monaco, des points forcément différents. Le sérieux de Mike James, alors ça peut paraître un peu bête hein, comme question, mais on sait que Mike James, il fait des playoffs pour l'instant plutôt
plutôt tranquille, il force pas son talent et on sait qu'il est capable des fois de sortir et de disjoncter. On se rappelle quand même de la demi-finale face à Bourg-en-Bresse en Leaders Cup. La défense sur Victor Wembanyama, on en a parlé, et donc assumer ce rôle de favori, et ça on verra à la fin puisque Monaco est encore une fois en finale, mais Monaco n'a jamais été encore champion de France. Il y a énormément de pression quand même sur les Monégasques qui pour l'instant ont réussi leur saison, ils ont gagné la Coupe de France, ils sont allés au Final Four. Mais par contre, il faut maintenant être un champion de France. C'est le but ultime de cette équipe. On commence avec le premier point, Mike James. Le sérieux de Mike James, on fait bien d'essayer de le ressortir. Oui, bien sûr, parce que c'est la clé de cette équipe. Quand Mike James, moi je me rappelle une des premières actions du Final Four là, sur l'Euroleague, il y a un ballon perdu, je l'ai vu faire un sprint en défense, je l'avais jamais vu faire ça. Il a failli se claquer d'ailleurs. Voilà, quand il est dans ses attitudes, ça reste un des top joueurs européens, il est capable de porter son équipe. Il faut qu'il lâche la gonfle aussi, qu'il fasse participer tout le monde, mais au scoring, il est inarrêtable quand il en a envie. Donc clairement, ça sera la clé. Si dans sa tête, il est aussi motivé là sur cette finale qu'il l'était en arrivant au Final Four, il est inarrêtable. Moi, j'ai envie de te dire que c'est pas tant la clé que ça de cette équipe. C'est-à-dire que la clé, c'est si il est très mal luné. Bah oui. Voilà, non, voilà. Admettons qu'il soit très mal luné. Je vois pas pourquoi il le serait. On ne dit pas qu'il doit tourner à 30 points. Hein. C'est ça le Attendez, sujet. je suis pas en train de vous dire que vous dites de la merde, les gars. Je vous dis que pour moi, c'est pas tant le baromètre. C'est-à-dire qu'il peut être le baromètre si il a pas envie de jouer, qu'il défend vraiment pas et qu'il fait de la merde. Bon, ouais, c'est ça. Voilà. Mais s'il est à peu près normal, ce qu'on le voit, il est même pas très motivé là. Franchement, je trouve qu'il est, tu vois, il est normal. Il est normal, voilà, sa saison elle est un peu passée. Ça suffit. Alors, ça suffira pour eux. En fait, l'inquiétude, pour moi, c'est pas qu'ils mettent 20, 25 ou 30 par match. Il est capable, et on l'a vu cette année, il a rendu fou Bradovic, il est capable, s'il est pas mal sifflé, s'il est mal luné, il est capable de niquer un match. La Leaders Cup, hein, la Leaders Cup, c'est incroyable. Voilà, donc, alors, c'était il y a quelques mois, il y a eu depuis un recadrage de la part du club. Suspension entre une suspension, donc, et il y a un Final Four où l'attitude, tu l'as dit, a été meilleure, mais maintenant... ça peut être aussi un aspect. Le deuxième aspect, on l'a dit, rappelle-moi le tableau, c'était défendre sur Victor. Qu'est-ce qu'on fait sur Victor Wembanyama? Thomas, toi tu disais que c'était peut-être pas la priorité de la part de Bradovic. Qu'est-ce que tu penses toi là-dessus? Qui on va envoyer? Il y a les grands, Dante Hall et Monty Jonas. Et puis il y a les physiques plus petits mais plus costauds, plus durs, que Victor semble moins apprécier. Tu as plusieurs choix. Est-ce que tu pars sur un Diallo, peut-être sur un Blossom Game, sur des plus petits gabarits qui vont le gêner en bas du corps, parce que dans ses playoffs, il se fait pas mal charcuter, il a pas énormément de coups de sifflet, je sais qu'il est un peu frustré de tout ça. Et les maîtres d'ailleurs sont frustrés sur les coups de sifflet qu'il n'obtient pas, Victor, et c'est vrai qu'il est bousculé en bas, et c'est toujours difficile d'arbitrer un grand comme ça, c'est un profil qu'on n'a jamais vu, donc forcément, peut-être qu'ils ne trouvent pas la solution, les arbitres, mais... Soit tu mets John Brown, mais dans ce cas-là, tu le mets pas sur Tashon Thomas. Il a souvent joué, Obradovic a souvent joué avec Brown et Blossom Game. Ça lui arrive d'avoir des minutes avec les deux. Donc voilà, après, il y a tellement d'options. Après, ça reste une défense collective, bien sûr, sur ce genre de joueur. C'est pas un seul joueur qui va le tenir. Donc après, à voir. Il y a plein d'options, en fait. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est d'abord jouer grand contre grand. Youssouf Afal, il a été très bon contre Victor. Il a été bon sur sa série. Quand il n'a pas eu de problème de faute, j'ai limite envie de te dire qu'il a dominé Victor. Donc, il était bon. Ça se joue à rien. Ils n'ont pas de mec de 2m20 dans l'équipe, ça c'est clair. Non. Mais Monty Jonas va être très important pour deux trucs. La première, est-ce qu'il va pouvoir tenir défensivement? C'est une question qu'on peut se poser. C'est en attaque. Défense sur Victor. Il est très lourd. C'est quoi la meilleure défense sur Victor? Le faire défendre. Non, c'est qu'il soit pas sur le terrain. Voilà, c'est l'attaquer, le faire défendre et c'est le mettre dans Victor est un défenseur déjà all-time limite, comme on n'a jamais vu. Il arrive à pas prendre de faute, il est toujours les bras, il prend les gens dans les côtes et il bouge pas. Mais le but, c'est qu'ils soient en foul trouble le plus rapidement possible. Donc, Monty Jonas va être important. Je crois quand même que Dante Hall va jouer. La question que je me pose, c'est comment ils vont finir. On a vu Alex Taius finir pour l'Asvel. Est-ce que c'était le bon choix? On peut en discuter. Mais si ta théorie va, on pourra sûrement voir les deux petits être sur le terrain. Parce que tu parlais d'Alpha Diallo un petit peu tout à l'heure. Alpha Diallo, il a d'autres chats à fouetter en Armel et Bilal. Voilà, sur le poste 3. Donc, ça va être intéressant de voir. Et je pense que match par match, on a bien le dire en NBA, il y aura une vérité par match. Il y a un plan de jeu établi. Après, et tu t'adaptes ensuite. Ils peuvent pas envoyer tout le monde, ça, à Monaco. Il faut en sortir un ou deux. Il y a Moneke aussi. Tu peux peut-être intégrer Moneke, sortir Blossom Game, mais Moneke qui est quand même dans le pro. Ouais, mais Blossom Game, il vient de sortir un match exceptionnel. J'espère pour lui qu'il sera dans le roster. Je suis désolé, mais un peu sur comment dire, alternatif. Ouais, l'intelligence basket, les placements. Il fait d'énormes erreurs. On l'a vu au Final Four, on l'a vu là encore en playoff.
des fois, il se trouve complètement. Je suis pas sûr qu'il C'est un envoie. peu pièce en l'air. Ouais, Et il est pas très bon sur les minutes courtes. Ouais. Il a besoin de Il a de besoin de jouer. s'installer dans le match. C'est pas le profil idéal. Écoute, en tout cas, C'est voilà. très bon d'ailleurs au match, lui. Ils ont que Victor, c'est le gars qui comprend rien. l'embarras du choix. Et puis le dernier point, c'est donc assumer ce statut de grand favori. On le dit, Monaco est favori, et c'est normal de le dire. Et Monaco a surtout un passif un peu douloureux avec leur finale. 3 finales de championnat de France et 3 défaites à chaque fois. Ça s'est joué en 5 matchs. En plus, on a encore en mémoire cette fin de match l'année dernière à l'Astrobal incroyable avec les lancers d'Elie, le N1, le lancer raté. Et ça doit être l'année de Monaco, on est d'accord. Il y a une vraie pression sur les Monégasques. Ah, je crois qu'il n'y a pas de débat là. Il faut l'emporter pour eux. Ils n'ont jamais été champions. On sait qu'ils nous parlent tout le temps d'Euroleague. Ok, l'Euroleague c'est fini. Vous avez déjà perdu 3 fois en finale. Là, c'est l'année pour vous de l'emporter. Vous avez une équipe extraordinaire, un roster, tout ce qu'il faut. Donc là, c'est gagner ou rien, tout simplement. Ouais, je te rejoins complètement. Là, ce serait une des plus grosses contre-performances de tous les temps, de l'histoire de notre championnat, de perdre. La différence de budget, la différence de talent, les ambitions de départ, l'ossature, ce que tu veux. Franchement, si tu le prends pas là, c'est la honte. Donc, je leur conseille de pas se mettre en galère en perdant un des 2 premiers matchs. Mais je crois qu'ils ont clairement les armes. Et la manière dont ils vont aborder le premier match en dira long sur leur état d'esprit. Pour moi, la clé, elle est psychologique d'abord, mais elle est physique surtout. Monaco doit détruire les Mets physiquement. C'est aussi comme ça qu'on voit la différence entre les fortes équipes d'Euroleague et les équipes qui ne jouent même pas de Coupe d'Europe. C'est le côté physique, le côté athlétique, les courses, les contacts, avant même le côté tactique. Donc j'ai envie de te dire que Monaco a toutes les armes. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, et on va regarder le programme, il n'y a plus qu'à, et ça va commencer rapidement, vous allez le voir, avec ce tableau, avec des finales qui commenceront donc à Monaco, puisque Monaco a l'avantage du terrain. Donc l'épisode 1, ça sera samedi à 20h30, et puis ensuite, vous le voyez, on enchaînera 2 matchs à Monaco, 2 matchs à Levallois. Où ça ? On ne sait pas. Où ça ? Surprise. On ne sait pas encore. Marcel Cerdan peut-être, Roland Garros qui sait. Voilà, on aura certainement les infos dans pas longtemps. Et le Stade de France aussi, il paraît. T'imagines ? Je pense qu'ils peuvent le remplir. Et si match 5, et s'il y a besoin de match 5, donc ça sera donc à Monaco pour le retour. Voilà, messieurs, on a hâte. Ah bah grave, franchement ça va être trop bien. En plus ça s'enchaîne vite, les 2 jours d'affilée là, c'est trop bien. Entre chaque match, je suis surexcité. J'espère que le public va répondre présent. C'est important aussi pour l'image de notre championnat. Nos amis monégasques, allez dans la salle, supportez vos gars. Il y a Victor. Effet Victor, salle pleine. Ça, on est d'accord. Donc voilà, on espère avoir une belle finale et pourquoi pas, encore une fois, tu l'as dit, comme depuis 2016, un 5e match, un épilogue, ce serait top. On espère avoir de belles finales, mais il y a un truc qu'on espère chaque mois et on n'est jamais déçu, c'est d'avoir un beau top 10. Et encore ce mois-ci, c'est régalade, c'est cadeau, c'est pour vous. Il avait mal au dos, oui, mais c'est... Oulala, Brown Junior. De très très loin. Oh, Brown ce Junior ne shoot s'est pas de posé Brown de Junior. questions. Il reste 4 secondes. Brown qui va dégainer du logo. C'est parti pour Brown. Ouais, mais c'est une machine. Quelle adresse incroyable. Allez, on est reparti pour ces 10 dernières minutes. Pour Oh, qu'on reste celle-là. dans le match. Mais dans ta rôle, Ça, lui, voilà. ce dernier alley-oop. Alors celle-là, franchement, cette passe est dingue. Encore un ballon perdu pour les Choletais. Il y a l'envergure de Victor là-dessus. Sur une petite passe à terre. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Et oui, Languenzo Kudusna allait récupérer plutôt son joueur plutôt que venir se mettre en travers. Voilà, d'excellents joueurs, en voilà un. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh que c'est beau de voir des athlètes comme ça sur un terrain de basket. Il y a quelques actions. Oh la passe de Bosch. Oh, le goal. Pas là. Passe sur Wembanyama et passe aussi. Mike James en solo. Oh misère de misère. Qui est arrivé directement depuis le rocher. Quel malade. Le main à main avec Brown Junior. Ouh là là, le ballon est brûlant. Brown Junior. Il va attaquer. Passe Le levée. gros shoot, le Brown gros Junior. shoot. Le gros shoot de Brown Junior. Il vient de Floride. Ce shoot-là, il vient de tellement loin. Pour changer.
Oh non! Aïe, 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 aïe! Redin Obasohan, le poster de ces playoffs peut-être. Wow. Quel pétard de Redin Obasohan. C'est ça. Il est passé Jordan Floyd. Exceptionnel, il n'y a pas de comment derrière. David Holston, le tir, ça part bien. C'est gagné pour la Syrie. Pour qui est en demi-finale historique. L'écran avec Isako. Il va jouer, Juan. C'est incroyable! Le tir incroyable! On revoit le tir! On revoit le tir! Oh là là, quel tir d'exception! La bonne défense! La bonne défense, mais Dominique Artis les aime de là! Ah, on aura vécu des playoffs incroyables et c'est pas fini. Hein. Début des finales, on le rappelle, samedi. C'est vraiment un top 10 de très haut niveau encore. Hein. Ah ouais, incroyable. Ça a été compliqué de faire des... Je vous cache pas que ça a été très compliqué. D'ailleurs, il y a des gens à qui on parle plus parce qu'il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix dans ce top 10. Top 10 d'exception, du contre. Des d'exception. Des buzzer beaters game winner pour rester en vie dans des séries. Franchement, on a vécu un mois et demi de playoff là, de très haut niveau. Il a à aucune ligue, hein, clairement. J'ai voilà, l'impression de dire. va leur dire la rookie, un peu, bien sûr. Ouais, clairement. La Betclic Elite, toujours en avant. Allez, on finit avec quelques news. On va parler évidemment de l'affiche en Pro B pour savoir qui va monter et rejoindre Saint-Quentin. Saint-Quentin, par contre, dans l'élite. Chalon-sur-Saône face à Chalon-Reims. Il fallait la trouver, celle-là, cette finale, en tout cas. Ouais, mais c'est deux Chalons différents. Absolument. Le deuxième contre le troisième dans ce duel pour l'accession à la Betclic Elite. On va pouvoir suivre ça aussi, malheureusement, sur un format aller-retour. On a l'habitude des séries maintenant, mais là, ce sera sur un format aller-retour. C'est la 5e fois que les deux équipes se rencontrent, 2 fois en championnat et 2 fois en Leaders Cup de Pro B. Il y a pas mal de choses à raconter parce qu'il y a un duel de français qu'on aime bien à la main. Mathis Keita d'un côté, Antoine Ito de l'autre. Antoine Ito qu'on aurait pu voir à la Coupe du Monde de 3-3. Ouais. Qu'on aurait pu voir. Il, non, il était occupé. Hein. Il a regardé ça, il m'a envoyé plein de messages pendant la Coupe du Monde. Nous aussi, on était frustrés de ne pas le voir. voir. Il était bien dégoûté. Fallait finir premier, Antoine. Fallait finir à la place de 50 ans pour pouvoir te déplacer en Autriche, du côté de Vienne. Donc voilà, je fais un gros shout-out à mon gars Jordan Aboudou, qui est dans l'effectif de Chalon-Reims. Ça va être une belle finale. Très honnêtement, ça va être très cool parce que, comme pour les Mets et Monaco, c'est deux équipes qui étaient attendues à ce niveau-là et on a vu du spectacle lors des deux demi-finales. Supremana a mis un quasi buzzer beater pour se qualifier face à Boulazac, c'était avec Chalon-sur-Saône. Donc je vous souhaite à tous une bonne finale de Pro B. Ça régale toujours. D'un côté, Chalon-Reims qui était descendu l'année dernière, on s'en souvient, de l'autre côté, Chalon-sur-Saône qui est descendu il y a 2 ans. Et donc le Colisée 5000 places qui va pousser. Hein. Qui était champion de France il n'y a pas si longtemps que ça, Chalon-sur-Saône. Avec Jean-Denis Choulet, Jérémy Anzeli. C'est les aléas de notre championnat, ça va vite. Heureusement, on espère, en tout cas pour les fans de Chalon-sur-Saône qui reviendront l'année prochaine. Voilà. Messieurs, on a fait le tour. C'était une parfaite émission. Merci à Paul Herrère et toutes ses équipes en régie, autour de Tom Servino, Chris Roche, Jérémy, Rafidi Barbe. Je l'ai encore massacré. Non, c'était bien. Non, c'est pas mal. Voilà, pas mal. Je suis très content. Dans l'ordre. Je suis très content d'avoir passé. Merci évidemment à la Ligue pour la confiance. On se retrouve, nous, pour une dernière émission. On ne vous dit pas quand, on ne vous dit pas où, ça sera forcément après les finales, mais on essaie de travailler sur quelque chose d'incroyable pour finir cette magnifique année. Merci à vous en tout cas pour la force toute cette saison autour de ce magnifique championnat qu'est la Betclic Elite. On s'est régalé, mais c'est pas fini. À très vite pour la dernière de l'NB Club. Suivez-nous bien sur les réseaux. Ciao, ciao!